Certains passent toute une vie avec quelqu'un sans jamais vraiment le connaître. Marie Dubois pensait qu'elle connaissait son mari mieux qu'elle-même. Puis il est mort, et elle a trouvé la carte. Elle était nichée dans sa vieille Bible, dessinée à la main, menant au plus profond du Massif central. Marie avait 62 ans. Elle avait enterré son mari 3 semaines plus tôt. Et maintenant, elle se tenait à l'intérieur d'un gîte isolé et gelé dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence, fixant des rangées de bocaux en verre qui tapissaient les murs. Chaque bocal contenait une confession manuscrite. Chacun était scellé à la cire et marqué d'une année. Le plus ancien datait de 1952. Le plus récent avait été écrit quelques mois seulement avant sa mort. Ce que Marie lut dans ces bocaux lui brisa le cœur. Mais ce qu'elle trouva caché sous le plancher allait tout faire voler en éclats. Qu'est-ce que son mari avait caché pendant 40 ans? La maison de campagne n'avait jamais été aussi silencieuse. Marie Dubois se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant le vent d'octobre arracher les dernières feuilles du peuplier que Jean avait planté l'année de la naissance de Sandrine. Pendant 40 ans, cet arbre avait grandi, étendant ses branches assez largement pour ombrager tout le côté ouest de la maison. Maintenant, ses membres s'étiraient, nus, contre un ciel gris, squelettique et patient, attendant l'hiver comme tout le reste en Auvergne. Elle avait préparé du café par habitude, bien qu'elle n'en ait plus envie. La tasse refroidissait sur le comptoir à côté de l'évier, intacte. Jean avait toujours pris son café noir, 2 tasses avant le lever du soleil, assis sur la chaise près du poêle à bois, sa Bible ouverte sur ses genoux. Elle en avait préparé 2 ce matin sans réfléchir, puis était restée à fixer la seconde jusqu'à ce que la vapeur cesse de s'élever. 3 semaines depuis les funérailles. 3 semaines qu'il l'avait descendu dans la terre dure de l'Auvergne, près de la clôture où il avait l'habitude de marcher chaque soir, inspectant la propriété, comptant le bétail qui avait été vendu depuis longtemps. Elle avait choisi cet endroit parce qu'il l'aimait, aimait la façon dont les montagnes du Massif central devenaient violettes au crépuscule, aimait le silence rompu seulement par les alouettes des champs et le murmure lointain de la rivière. Les voisins étaient venus et repartis avec leurs quiches, leurs tartes et leurs condoléances. Pierre Leclerc, de la propriété voisine, s'était arrêté 2 fois. Une fois pour l'aider à rentrer le camion de Jean dans la grange, une autre pour s'asseoir avec elle sur le porche sans rien dire du tout, ce qu'elle apprécia plus que n'auraient pu l'offrir tous les mots du monde. Pierre comprenait le deuil. Il avait enterré sa propre femme 8 ans auparavant, savait que parfois la chose la plus gentille était simplement d'être présent. Sandrine était venue de Bordeaux pour la cérémonie, était restée 3 jours, puis était retournée à sa vie avec la promesse d'appeler plus souvent. Marie ne lui en tenait pas rigueur. La distance entre elles s'était creusée lentement au fil des décennies, une dérive qu'aucune d'elles ne savait vraiment comment inverser. Sandrine avait sa propre famille maintenant, ses propres soucis, et la maison de campagne contenait trop de souvenirs compliqués. Marie se détourna de la fenêtre et inspecta la cuisine. Tout était exactement là où ça avait toujours été. La poêle en fonte suspendue au-dessus de la cuisinière, les bocaux alignés sur l'étagère, le couvre-lit de mariage plié sur le dossier de la chaise de Jean. Sa mère avait cousu ce couvre-lit à la main au printemps 1962, travaillant à la lueur de la lampe dans les semaines précédant le mariage, chaque carré un motif différent, chaque fil une prière pour le bonheur du jeune couple. Le couvre-lit était usé jusqu'à la corde maintenant, aminci par des décennies d'utilisation, mais Marie ne pouvait se résoudre à le remplacer. Certaines choses portaient trop d'histoire pour être jetées. Elle avait commencé le travail de tri des affaires de Jean, une tâche qu'elle abordait avec la même patience méthodique qu'elle mettait en tout. Ses vêtements iraient au don de l'église. Ses outils resteraient dans la grange pour l'instant. Ses livres, principalement des histoires de la région et de vieux romans de poche usés, elle les garderait sur l'étagère où ils avaient toujours vécu. Mais ses effets personnels, les objets qu'il gardait près de lui, cela nécessitait une attention plus délicate. Jean n'avait pas été un homme de nombreuses possessions. Il valorisait l'utilité plus que le sentiment, ne gardait que ce qui servait un but. Son portefeuille, son canif, ses lunettes de lecture, sa Bible. Ceux-ci reposaient maintenant dans une boîte en bois sur la commode de la chambre, attendant que Marie décide quoi en faire. Elle avait reporté l'ouverture de la Bible. Cela semblait trop intime, en quelque sorte, trop comme lire une lettre privée. Jean avait porté ce livre aussi longtemps qu'elle l'avait connu, sa couverture en cuir adoucie par des années de manipulation, ses pages marquées de notations qu'elle n'avait jamais lues. Il y lisait chaque matin et chaque soir, mais il ne parlait jamais de ce qu'il y trouvait. Sa foi, comme tant d'autres choses chez lui, restait sienne. Elle versa le café froid dans l'évier et rinça la tasse.
La lumière de l'après-midi déclinait, et elle devait rentrer du bois pour le poêle. L'hiver arrivait tôt dans la région, et les nuits portaient déjà une morsure qui prévenait de ce qui allait venir. Dehors, l'air sentait la fumée de bois et les feuilles mortes. Marie traversa la cour jusqu'au tas de bois, ses bottes craquant sur l'herbe raidie par le gel. Les montagnes se dressaient au loin, leur sommet déjà poudré de neige. Elle avait vécu à leur ombre pendant 38 ans, depuis que Jean l'avait amenée ici en tant que jeune mariée, et elle les trouvait toujours belles d'une manière qui lui coupait le souffle. Elle se souvint de la première fois où elle les avait vues, assises à côté de Jean dans sa vieille Citroën 2CV, tout ce qu'elle possédait emballé dans 2 valises à l'arrière. Elle avait 24 ans, fille d'instituteur d'une petite ville de la Drôme, et elle n'avait jamais vu de montagne si haute, si imposante, si indifférente aux préoccupations humaines. Jean avait souri devant son émerveillement, l'une des rares fois où elle l'avait vu sourire sans réserve. « Tu te sentiras bientôt chez toi », avait-il dit, et il avait eu raison. Elle chargea ses bras de bûches fendues et les rentra, les empilant à côté du poêle à bois. La routine la stabilisait. Il y avait du réconfort dans le travail physique, dans la simple nécessité de se tenir au chaud, de se nourrir, de maintenir la maison en ordre. On ne pouvait pas fuir le deuil, mais on pouvait lui survivre, une tâche à la fois. Ce soir-là, après un simple souper de soupe et de baguettes, Marie ouvrit enfin la boîte en bois sur la commode. Elle prit d'abord le portefeuille de Jean, retira les quelques billets à l'intérieur et les mit de côté. La photo de son permis de conduire la fixait, l'expression sérieuse qu'elle connaissait si bien, les rides profondes autour de ses yeux qui s'étaient creusées avec chaque année qui passait. Le canif avait appartenu à son père, du moins c'est ce qu'il lui avait dit une fois. Elle n'avait jamais connu les parents de Jean. Ils étaient morts avant qu'elle ne le rencontre, et il parlait d'eux rarement, seulement par fragments qui révélaient peu de choses. Elle savait que son père avait été fermier en Bretagne, sa mère une femme tranquille qui aimait la musique. Au-delà de ça, l'enfance de Jean restait une porte fermée. Elle mit le couteau de côté et souleva la Bible de la boîte. Le cuir était chaud d'avoir été au soleil de l'après-midi, doux comme un tissu usé sous ses doigts. Elle l'ouvrit avec précaution, dépassant les pages des registres de famille, vierges à l'exception de la date de leur mariage et de la naissance de Sandrine, jusqu'à l'endroit où Jean avait gardé un ruban délavé en guise de marque-page. Le ruban marquait un passage des psaumes, un qu'elle reconnut des funérailles. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Jean avait souligné le verset au crayon, le trait faible mais délibéré. Elle tourna quelques pages de plus, notant d'autres passages soulignés, d'autres marques de crayon. L'écriture de Jean apparaissait dans les marges ici et là, de brèves notes qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Elle les lirait plus tard, quand elle se sentirait prête, quand la vue de son écriture ne lui serrait plus la poitrine. Elle était sur le point de fermer le livre quand elle remarqua quelque chose de glissé contre la couverture arrière, un morceau de papier plié en tout petit et coincé dans la reliure. Marie le tira et le déplia lentement. C'était une carte, dessinée à la main sur du papier jauni. Les lignes étaient estompées mais toujours claires. Elle reconnut le soin de dessinateur de Jean dans les marques précises, les points de repère étiquetés, le tracé à l'encre d'un itinéraire partant d'un point marqué, maison de campagne, montant dans les montagnes. Le chemin serpentait à travers un terrain qu'elle ne connaissait que vaguement, le ruisseau du Moulin, l'ancienne route forestière, la crête au-dessus du lac d'Ombre. Il se terminait par un petit carré sobrement intitulé « Gîte isolé ». En bas de la carte, de la main inimitable de Jean, se trouvait une note, l'endroit des dures vérités. « Pardonne-moi ». Marie resta assise, très immobile, la carte tremblant légèrement dans ses mains. En 38 ans de mariage, Jean n'avait jamais mentionné de gîte isolé dans les montagnes. Elle ne l'avait jamais vu dessiner de carte. Elle ne l'avait jamais entendu prononcer ces mots. L'endroit des dures vérités. Pardonne-moi. Lui pardonner quoi? Elle retourna la carte, cherchant plus d'écriture, plus d'explication. Il n'y en avait pas, juste l'itinéraire, la destination, et ces 3 mots qui semblaient tendre la main par-delà la mort elle-même. Le poêle à bois crépita. Dehors, le vent se leva, faisant vibrer les fenêtres dans leur cadre. Marie resta assise dans l'obscurité grandissante, tenant la carte, sentant les fondations de sa certitude commencer à vaciller sous elle. Elle avait connu Jean pendant près de 4 décennies. Elle avait partagé son lit, élevé sa fille, supporté ses silences et célébré ses rares moments de chaleur. Elle avait accepté il y a longtemps qu'il était un homme secret, que certaines parties de lui resteraient toujours inaccessibles. Elle avait fait la paix avec ça, l'aimait quand même,
peut-être même à cause de ça. Mais cette carte changeait quelque chose. Elle suggérait un secret délibérément gardé, un lieu délibérément caché, une vérité délibérément retenue. Elle suggérait que l'homme qu'elle avait connu n'était pas tout à fait l'homme qu'elle pensait. Marie plia la carte et la serra contre sa poitrine. La chose intelligente serait de la mettre de côté, de laisser les morts garder leur secret. Jean ne lui avait pas montré cette carte de son vivant. Peut-être avait-il ses raisons. Peut-être que la chose la plus gentille qu'elle pouvait faire était d'honorer ce silence. Mais les mots ne la laissaient pas en paix, l'endroit des dures vérités. Pardonne-moi. Elle ne lui devait plus rien maintenant. Quelles que soient les promesses qu'il y ait une femme à son mari, la mort l'en avait libérée. Elle était libre de s'en aller, de brûler la carte, de vivre le reste de ses années dans la certitude confortable de la vie dont elle se souvenait. Où elle pouvait suivre la carte. Elle pouvait trouver le gîte. Elle pouvait apprendre quelle vérité Jean y avait cachée, quel péché nécessitait le pardon, quel secret il avait emporté dans sa tombe. Le choix n'était pas difficile. Ce n'était même pas vraiment un choix. Marie se leva de la chaise et se dirigea vers le placard où Jean gardait son vieux sac à dos militaire, le sac en toile qu'il avait ramené de la guerre et n'avait jamais utilisé de toutes les années où elle l'avait connu. Il était robuste, de qualité militaire, conçu pour survivre à des voyages difficiles. Elle le sortit de l'étagère et secoua la poussière. Demain, elle préparerait des provisions. Elle dirait à Pierre Leclerc qu'elle partait dans les montagnes pour quelques jours. Elle n'expliquerait pas pourquoi. Et puis elle suivrait la carte de son mari, où qu'elle l'amène, vers quoi que ce soit qui l'attendait là-bas, vers les dures vérités aux côtés desquelles elle avait vécu sans le savoir. Le vent hurlait contre les fenêtres, et la première neige de la saison commença à tomber. Elle dormit mal cette nuit-là. Le lit semblait trop grand sans Jean à ses côtés, comme il l'avait semblé chaque nuit depuis son décès. Elle s'était habituée au son de sa respiration, à la chaleur de sa présence, à la façon dont il cherchait parfois sa main dans l'obscurité sans se réveiller. Maintenant, il n'y avait que le silence et les draps froids et l'espace infini où il se trouvait. Son esprit revenait sans cesse à la carte, à ces trois mots, « Pardonne-moi ». Qu'est-ce que Jean aurait pu faire qui nécessitait une telle supplique? Il avait été un homme bon, un mari fidèle, un travailleur acharné. Il n'avait jamais élevé la voix de colère, jamais levé la main sur elle ou sur Sandrine, ne lui avait jamais donné de raison de douter de son caractère. Mais elle pensait à ses silences maintenant, à la façon dont il fixait parfois les montagnes avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Elle pensait aux nuits où il ne pouvait pas dormir, quand elle le trouvait assis dans la cuisine à 3 heures du matin, sa Bible ouverte, son visage tiré. Elle avait toujours supposé qu'il luttait contre des démons ordinaires, le regret, le doute, le poids de la mortalité. Maintenant, elle se demandait s'il y avait quelque chose de plus spécifique, de plus caché. Elle se souvint de la façon dont il était quand ils s'étaient rencontrés en 1962. Il était venu dans sa ville chercher du travail, un étranger silencieux aux yeux tristes et aux mains fortes. Il avait pris un emploi à la scierie et loué une chambre au-dessus de la quincaillerie, restant à l'écart. Les autres jeunes hommes le trouvaient étrange. Certains des plus âgés chuchotaient qu'il devait fuir quelque chose, la loi peut-être, ou une femme. Marie ne s'était pas souciée des chuchotements. Elle avait vu quelque chose en Jean que les autres manquaient, une douceur sous la réserve. La façon dont il aidait la vieille Madame Patterson à porter ses courses sans qu'on le lui demande, la façon dont il donnait son déjeuner à un chien errant, la façon dont il se tenait à l'écart des autres hommes quand il faisait des blagues grossières. Elle était tombée amoureuse de lui lentement, comme les femmes censées tombent amoureuses. Il l'avait courtisée avec une patience prudente, ne présumant jamais, ne se pressant jamais. Quand il lui a finalement demandé de l'épouser, elle a dit oui sans hésitation. Elle savait qu'il était un homme en qui elle pouvait avoir confiance, même si des parties de lui restaient à jamais hors de portée. Et elle avait eu raison. Leur vie ensemble avait été bonne. Ils avaient défriché cette terre ensemble, construit cette maison, élevé Sandrine à travers toutes les difficultés de la parentalité. À travers tout cela, Jean avait été stable, fiable, présent. Jusqu'à cette carte qui suggérait une toute autre vie. Marie se leva avant l'aube, sa décision ferme. Elle remplit méthodiquement le sac à dos militaire, de la nourriture pour 3 jours, un sac de couchage, des allumettes, son couteau de chasse. Elle s'habilla en plusieurs couches et remplit un thermos de café. Pierre Leclerc était déjà debout quand elle traversa sa propriété. Elle le trouva dans sa grange, s'occupant de ses chevaux. « Tu vas quelque part » demanda-t-il en lorgnant le sac à dos.
dans les montagnes, pour quelques jours. Il ne demanda pas pourquoi. Il hocha simplement la tête, son visage buriné pensif. Tu sais que le temps tourne. Je sais. Il l'étudia un moment, puis revint avec une corde enroulée. Prends ça. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Elle l'accepta. Merci, Pierre. Fais attention, Marie. Ces montagnes ne se soucient pas de savoir depuis combien de temps tu vis à côté d'elles. Elle le laissa debout dans l'embrasure de la porte de la grange. Le soleil franchissait la crête à l'est, peignant les sommets d'or et de rose. Marie tourna son visage vers eux et commença à marcher. La carte était glissée dans sa veste, près de son cœur. Quelque part devant l'attendait un gîte plein de secrets et une vérité qu'elle ne pouvait plus éviter. Quoi qu'elle y trouve, elle était prête à y faire face. Elle avait passé sa vie à apprendre à endurer. Ce ne serait pas différent. Le sentier serpentait vers le haut, dans le silence blanc de la nature sauvage du massif central. Marie ajusta les bretelles du sac à dos et le suivit sans se retourner. Le premier jour de marche emmena Marie à travers un territoire familier, les prairies derrière la propriété des Leclerc, le lit du ruisseau où les gens pêchaient en été, le bosquet de pins qui marquait la frontière entre la terre habitée et la vraie nature sauvage. Elle avançait d'un pas régulier, conservant son énergie, lisant la carte à intervalles réguliers pour confirmer qu'elle était sur le bon chemin. À midi, elle était entrée dans une contrée qu'elle ne connaissait pas. Le sentier se rétrécissait, serpentant entre des affleurements rocheux et à travers d'épais fourrés de conifères. La neige était épaisse sur le sol ici, intacte de tout passage humain, et elle devait tracer son propre chemin à travers des congères qui lui arrivaient parfois aux genoux. Le sac à dos devenait plus lourd à chaque kilomètre. Ses jambes brûlaient de l'effort de la montée. Elle pensait à Jean en marchant, essayant de l'imaginer faisant ce même voyage. Combien de fois était-il venu ici sans qu'elle le sache? Combien de mensonges avait-il raconté pour expliquer ses absences? Elle se souvenait des fois où il était parti chasser pendant des jours, revenant avec du gibier, mais ne parlant jamais beaucoup de l'endroit où il avait été. Elle ne l'avait jamais interrogé. Elle lui avait fait confiance. Cette confiance semblait fragile maintenant, une mince couche de glace sur une eau profonde. Elle établit son camp cette nuit-là au bord d'un ruisseau gelé, faisant un petit feu et mangeant un simple repas de pain et de viande séchée. Les étoiles brûlaient, froides et brillantes au-dessus d'elle, plus d'étoiles qu'elle ne pouvait en voir depuis la maison de campagne, où la lueur des villes lointaines obscurcissait le ciel. Ici, il n'y avait que l'obscurité et la lumière, les anciens motifs des constellations tournoyant au-dessus. Elle dormit mal, se réveillant souvent pour alimenter le feu, et se leva avant l'aube pour continuer son voyage. Le deuxième jour fut plus difficile. Le terrain devint plus escarpé, la neige plus profonde. Plusieurs fois, elle dut rebrousser chemin lorsque les repères de la carte ne correspondaient pas à ce qu'elle trouvait devant elle. Un arbre tombé bloquant un chemin, un ruisseau qui avait changé de cours depuis que Jean avait tracé ses lignes. Elle commença à se demander si elle avait fait une erreur, si elle était trop vieille pour ce genre d'aventure, si elle devait faire demi-tour tant qu'elle le pouvait encore. Mais elle ne fit pas demi-tour. Quoi qu'il l'attende à la fin de ce voyage, elle devait le trouver. L'ignorance serait pire que n'importe quelle vérité. Au milieu de l'après-midi du deuxième jour, le ciel avait pris la couleur du métal meurtri. Marie connaissait cette couleur. Cela signifiait que la neige arrivait, et pas les douces averses du début de l'hiver, mais quelque chose de plus lourd, de plus dangereux. Elle accéléra le pas, suivant les derniers repères de la carte, un rocher fendu distinctif, un pin frappé par la foudre, une crête qui tombait brusquement vers une vallée cachée. Elle atteignit la crête juste au moment où les premiers flocons commençaient à tomber. En bas, à moitié enfoui dans une congère de neige, se trouvait un petit gîte isolé. Des rondins noircis par la fumée, un toit lesté de blanc, une porte presque invisible sous la poudre accumulée d'innombrables tempêtes. Il avait l'air abandonné, oublié, une relique d'une autre époque. Mais il était là. Le gîte de Jean existait. La carte n'avait pas menti. Marie descendit prudemment, utilisant la corde que Pierre lui avait donnée pour se laisser glisser le long d'une section particulièrement abrupte de la crête. Au moment où elle atteignit le gîte, la neige tombait drue et serrée, obscurcissant les montagnes derrière elle, réduisant le monde à un cercle étroit de blanc. La porte était gelée, scellée par la glace qui s'était formée le long de ses bords. Marie sortit la hachette de Jean du sac à dos. Elle l'avait trouvée dans la grange, sa lame encore aiguisée, son manche usée et lisse par des années d'utilisation, et commença à briser la glace. Le travail était lent,
ses bras endoloris à chaque coup, mais peu à peu la porte se desserra. Quand elle céda enfin, elle faillit tomber à l'intérieur. Le gîte était sombre, éclairé uniquement par la lumière grise filtrant à travers une unique fenêtre incrustée de givre. Marie se tint dans l'embrasure, son souffle formant des nuages dans l'air froid, attendant que ses yeux s'habituent. L'espace était petit, peut-être 4 mètres carrés. Un lit de camp se dressait contre un mur, couvert de couvertures mitées. Un poêle à bois occupait le centre de la pièce, son tuyau montant à travers le toit. Une table en bois brut se trouvait sous la fenêtre, flanquée d'une unique chaise. Et le long du mur opposé, disposés sur de grossières étagères en bois, se trouvaient des dizaines de bocaux en verre. Marie s'approcha, ses bottes craquant sur le plancher gelé. Chaque bocal contenait des papiers pliés, scellés avec de la cire rouge en haut. Chaque bocal était étiqueté avec une année, écrite de la main soignée de Jean sur des bandes de ruban adhésif délavé. Les années s'échelonnaient, bocal après bocal, décennie après décennie, se terminant par un marqué de l'année en cours. Marie tendit la main et toucha le plus vieux bocal. Le verre était froid sous ses doigts, froid comme la tombe. C'étaient les confessions de Jean. Elle le comprit maintenant sans qu'on le lui dise. Ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute, ce qu'il ne pouvait pas partager avec elle ou qui que ce soit d'autre, il l'avait écrit et scellé en ce lieu. 40 ans de secrets conservés dans le verre et la cire, attendant que quelqu'un les trouve. L'attendant, elle. Le vent dehors se transforma en hurlement. À travers la fenêtre couverte de givre, Marie ne pouvait voir que du blanc. Le blizzard était arrivé en force, bloquant toute possibilité de retour. Elle était piégée ici, seule avec les secrets de son mari décédé, jusqu'à ce que la tempête passe. Elle se tourna vers le poêle à bois et entreprit de faire un feu. Il y avait du bois sec empilé à côté, du petit bois dans une caisse par terre. Jean avait gardé cet endroit préparé, prêt à l'emploi. Elle se demanda quand il était venu ici pour la dernière fois, s'il s'était assis dans cette même chaise à lire ses propres confessions, en ajoutant de nouvelles à la collection. Une fois le feu allumé et le gîte commençant à se réchauffer, Marie retira son manteau et s'assit à la table. Les bocaux brillaient d'une lueur ambrée à la lumière du feu, leur contenu invisible derrière le verre. Elle pensa à les laisser non lus. Elle pensa à les descendre de la montagne non ouverts, à les enterrer quelque part, à laisser les secrets de Jean mourir avec lui. Ce serait la chose miséricordieuse à faire, peut-être, la chose fidèle. Mais ce n'était pas la miséricorde qu'elle était venue chercher. Elle était venue chercher la vérité. Elle attrapa le bocal marqué 1952, la plus ancienne confession, et brisa le seau. Le papier à l'intérieur était cassant, jauni par l'âge. Elle le déplia avec précaution, le tenant près de la lumière du feu. L'écriture de Jean remplissait la page, plus jeune qu'elle ne l'avait connue, moins assurée, les lettres serrées les unes contre les autres comme s'il avait écrit à la hâte ou dans la peur. Elle commença à lire. La confession était datée de mars 1952. Jean écrivait sur l'Indochine, sur un village que son unité avait reçu l'ordre de tenir, sur des combats qui avaient duré 3 jours sans sommeil. Il écrivait sur une jeune femme vietnamienne qui avait tenté de fuir le village avec son enfant, prise dans les tirs croisés. Il écrivait l'avoir tenue pendant qu'elle mourait, sur l'enfant qui pleurait dans la boue, sur le moment où un obus avait frappé à proximité, et qu'il n'avait plus retrouvé l'enfant. « J'ai cherché pendant des heures », avait écrit Jean. « J'ai creusé dans les décombres à main nue. Je ne l'ai jamais retrouvée. Je n'ai jamais su si elle a vécu ou si elle est morte. Je me dis qu'elle a dû être secourue par quelqu'un d'autre, mise en sécurité. Mais je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Et je ne peux parler de cela à personne, pas même à Dieu. Les mots ne viennent pas. Alors je les écris ici, où personne ne les lira jamais, où ils pourront rester enterrés comme cet enfant dans la boue. » Marie posa le papier. Ses mains tremblaient. Elle savait que Jean avait servi en Indochine, savait qu'il avait vu le combat, mais il n'en avait jamais parlé en détail. Il était revenu de la guerre et avait fermé cette porte derrière lui, et elle avait respecté son silence. Maintenant, elle comprenait ce que ce silence lui avait coûté. Le feu crépita, le vent hurla, et Marie resta assise seule dans le gîte gelé, lisant la confession de son mari à la lueur des flammes, commençant à comprendre l'homme qu'elle avait aimé et perdu. Elle mit la première confession de côté et fixa les rangées de bocaux qui attendaient encore sur les étagères. Tant d'années, tant de secrets, chacun scellé dans le verre et la cire, chacun portant un morceau de Jean qu'elle n'avait jamais connu. Une partie d'elle voulait s'arrêter, incendier le gîte et s'en aller.
Quel bien pourrait en résulter, sachant que Jean était mort? Ces confessions ne pouvaient pas changer cela. Elles ne pouvaient pas le ramener, ne pouvaient pas leur donner les conversations qu'ils auraient dû avoir. Mais elle avait construit sa vie sur des fondations qu'elle pensait solides. Maintenant, elle avait besoin de voir les fissures, de comprendre ce qui se trouvait sous ses pieds depuis le début. Dehors, le blizzard ne montrait aucun signe d'arrêt. Il n'y avait nulle part où aller, rien à faire d'autre qu'attendre et lire. Elle attrapa le bocal suivant, celui marqué 1953, et brisa le seau. La confession de 1953 était plus courte que la première, l'écriture plus contrôlée. Jean écrivait sur son retour de la guerre, sur l'étrangeté de marcher dans des rues françaises ordinaires après ce qu'il avait vu. Il écrivait avoir pris un emploi dans une ferme en Normandie, sur la famille qu'il avait embauchée, sur la fille qui lui souriait à travers la table du dîner. Elle s'appelait Anne. Jean la décrivait avec soin, comme s'il avait peur d'en écrire trop, des cheveux sombres, des yeux doux, un rire qui lui faisait oublier, un instant, les choses qu'il essayait d'oublier. Ils commencèrent à se voir en secret, marchant au bord de la rivière le soir, parlant de tout et de rien. Il tomba amoureux d'elle, ou le crut. Elle tomba amoureuse de lui. Et puis elle lui dit qu'elle était enceinte. La confession de Jean devint hésitante ici, les phrases brisées par des ratures et des faux départs. Il écrivit sur la panique, sur la honte, sur le poids de la responsabilité qu'il écrasait avant qu'il ne soit prêt à la porter. Il écrivit sur le père d'Anne découvrant leur secret, sur la fureur et les menaces, sur l'ordre de partir et de ne jamais revenir. J'aurais dû rester, écrivit Jean. J'aurais dû l'épouser. J'aurais dû être un homme. Mais j'avais 23 ans et je portais encore la guerre en moi, et je ne savais pas comment être autre chose qu'effrayé. Alors j'ai fui. Je l'ai laissée là, avec un enfant grandissant en elle, et j'ai fui vers l'ouest aussi vite que j'ai pu. Je ne me le suis jamais pardonné. Je ne le ferai jamais. Marie lut les mots une deuxième fois, la poitrine serrée. Jean avait aimé quelqu'un avant elle. Jean avait engendré un enfant avant Sandrine. Tout ce qu'elle pensait savoir sur leur début était construit sur un terrain qu'il ne lui avait jamais montré. Elle se tourna vers le bocal suivant, 1954, espérant quelque chose de plus léger. Au lieu de cela, elle trouva plus de poids. Jean écrivait avoir reçu une lettre, transférée par plusieurs adresses, qu'il avait rattrapée en Occitanie. Anne était morte en couche. Le bébé, un garçon, avait survécu et avait été recueilli par ses parents. Le nom de Jean n'était pas sur l'acte de naissance. Il n'était pas le bienvenu pour les contacter. Il n'était pas le bienvenu aux funérailles. Je l'ai tué, écrivit Jean, les mots déchiquetés sur la page. Aussi sûrement que si j'avais appuyé sur une gâchette. Si j'étais resté, si je l'avais épousée, si j'avais été là quand le bébé est arrivé, peut-être qu'elle aurait vécu. Peut-être qu'elle avait besoin de moi et que je n'étais pas là. Je porterai cela jusqu'à ma mort. Marie posa la confession et pressa ses mains contre ses yeux. Le gîte était devenu chaud avec le feu, mais elle se sentait glacée jusqu'à la moelle. C'était l'homme qu'elle avait épousé, ce garçon hanté et rongé par la culpabilité qui avait fui une tragédie pour en trouver une autre, qui avait bâti sa vie sur les décombres de celle qu'il avait abandonnée. Et pourtant, il avait construit quelque chose. Il était venu en Auvergne, avait trouvé du travail, l'avait trouvé. Il avait été un bon mari dans ce qui comptait, stable, fidèle et présent. Il n'avait jamais parlé d'Anne, n'avait jamais fait allusion à l'enfant qu'il avait laissé derrière lui. Il avait scellé ses vérités dans des bocaux et les avait transportées dans ce gîte gelé où personne ne les trouverait jamais. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce qu'elle brise le seau. Elle lut plus rapidement les confessions du milieu des années 1950, voyant le schéma émerger. Chaque année, Jean écrivait quelque chose, parfois quelques phrases, parfois plusieurs pages. De petits péchés, principalement, pendant ces années. Un mensonge dit à un employeur, de l'argent gardé qui aurait dû être rendu, un mot cruel dit avec colère. Mais sous chaque confession reposait le même fondement de culpabilité, le même socle de honte qui s'était formé en Indochine et s'était durci en Normandie. En 1958, le ton changea de nouveau. Jean écrivait sur ses tentatives pour trouver des informations sur son fils. Le garçon aurait eu 5 ans à l'époque, mais chaque demande se heurtait au silence ou à l'hostilité. La famille d'Anne ne voulait rien avoir à faire avec lui. Ils avaient donné au garçon leur nom, l'avaient élevé comme le leur, avaient effacé Jean de l'histoire entièrement. « Je mérite cela », écrivit Jean. « Je n'ai aucun droit sur lui.
J'ai renoncé à ce droit quand je suis parti. Mais je pense à lui tous les jours. Je me demande à quoi il ressemble, s'il a mes yeux ou les siens. Je me demande s'il saura un jour que j'ai existé. Je me demande s'il me détesterait s'il le savait. Marie réalisa qu'elle pleurait. Les larmes vinrent sans prévenir, glissant sur ses joues et tombant sur le bois brut de la table. Elle pleura pour Jean, pour le fardeau qu'il avait porté seul. Elle pleura pour Anne, la femme qui était morte en mettant au monde l'enfant de Jean. Elle pleura pour le garçon qui avait grandi sans connaître son père. Et quelque part sous le chagrin, elle sentit les premiers frémissements de colère. Jean lui avait caché tout cela. 38 ans de mariage, et il ne lui avait jamais fait confiance avec la vérité. Pensait-il qu'elle l'aurait moins aimé? Pensait-il qu'elle serait partie? Elle ne serait pas partie. Elle le savait avec certitude. Elle avait aimé Jean pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il prétendait être. S'il lui avait parlé d'Anne, de l'enfant, de la culpabilité qui le rongeait, elle aurait compris. Elle l'aurait aidé à le porter. C'est ce que signifiait le mariage. Mais il ne lui avait jamais donné la chance. Il avait choisi le silence à la place, choisi de porter son fardeau seul, choisi de la protéger de la vérité. Elle avait tout à fait le droit de savoir. Le feu crépita, projetant une gerbe d'étincelles. Dehors, le vent s'était calmé en un gémissement constant, le blizzard trouvant son rythme. Marie essuya ses yeux et regarda les bocaux qui attendaient encore sur l'étagère. Les années 1960. Les années 1970. Les années 1980. Des décennies de secrets encore à découvrir. Elle n'était pas sûre de pouvoir tout supporter ce soir. Le poêle écrasait déjà, lourd comme la neige sur le toit du gîte. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle était venue de trop loin, avait trop appris. La seule façon d'avancer était de traverser. Elle attrapa le bocal marqué 1962, l'année où ils s'étaient rencontrés, et le tint dans ses mains. Quoi qu'il soit écrit à l'intérieur, cela changerait la façon dont elle se souvenait de leur cours, de leur mariage, des premières années de leur vie commune. Cela réécrirait l'histoire qu'elle s'était racontée pendant près de 4 décennies. Le verre était froid, lisse, banal, juste un bocal de conserve, le genre que sa propre mère avait utilisé pour les confitures. Mais à l'intérieur se trouvaient des mots qui pouvaient tout faire voler en éclats. Marie pensa au jour où Jean lui avait parlé pour la première fois, vraiment parlé, au-delà des salutations polies échangées en ville. Elle rentrait de l'école où elle enseignait, les bras chargés de livres, quand il était apparu à ses côtés et avait proposé de les porter. Ses mains avaient été rudes de travail, ses yeux fatigués, mais il lui avait souri, un petit sourire qui semblait lui coûter quelque chose. Elle avait pensé alors qu'il était simplement timide. Maintenant, elle se demandait s'il avait été calculateur, décidant quelle partie de lui-même révéler, quelle partie garder cachée. L'avait-il regardé et vu un nouveau départ, une page blanche, une femme qui ne connaissait pas son histoire? Elle ne pouvait pas savoir. Elle ne pouvait que lire ce qu'il avait écrit et essayer de comprendre. Elle brisa le sceau et déplia la confession. La confession de 1962 commençait différemment des autres. Au lieu de culpabilité et de honte, Jean écrivait sur l'espoir, un espoir fragile et prudent qu'il osait à peine nommer. « J'ai rencontré quelqu'un », écrivit-il. Elle s'appelle Mathilda, bien que tout le monde l'appelle Marie. Elle enseigne à l'école du village et porte ses cheveux relevés et rit de mes pauvres tentatives de conversation. Je ne la mérite pas. Je ne mérite personne. Mais quand je suis avec elle, j'ai l'impression que je pourrais devenir quelqu'un de meilleur que je ne l'ai été. Marie porta la main à sa bouche. Elle se souvenait de ses premiers jours, de la cour prudente, de la façon dont Jean avait semblé l'approcher comme un homme approchant un animal sauvage, lentement, doucement, de peur de l'effrayer. Elle avait trouvé cela attachant. Maintenant, elle le comprenait différemment. Il avait eu peur de s'effrayer lui-même. La confession continuait. Jean écrivait sur sa décision de dire la vérité à Marie, de tout avouer avant d'aller plus loin. Il écrivait avoir répété les mots, s'entraînant à expliquer à Anne, l'enfant, la culpabilité qui le suivait partout. Il avait prévu de lui dire un samedi soir, en marchant au bord de la rivière en dehors de la ville. Mais quand le moment est venu, il n'a pas pu. J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti, écrivit Jean. Elle me regardait avec une telle confiance, une telle ouverture. Je ne pouvais pas supporter de voir ce regard changer.
Je ne pouvais pas supporter de la voir s'éloigner de moi comme tout le monde s'est éloigné quand ils ont appris qui je suis vraiment. Alors je n'ai rien dit. J'ai avalé la vérité et laissé passer le moment. La confession se terminait par une ligne qui coupa Marie jusqu'à l'os. J'ai décidé de l'épouser si elle veut de moi. Je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de la chance qu'elle me donne. Mais je ne lui parlerai jamais d'Anne ou du garçon. Certaines vérités sont trop lourdes à partager. Marie posa le papier. Ses mains tremblaient. Toutes ces années, toutes ces décennies de partenariat et de confiance, et Jean avait porté ce poids seul, ne la laissant jamais l'aider, ne lui donnant jamais le choix. Elle pensa à ce qu'elle aurait fait s'il lui avait dit. L'aurait-elle épousé quand même? Elle voulait croire que oui, mais elle ne pouvait pas en être certaine. Elle avait été jeune en 1962, pleine d'idéaux romantiques sur le mariage et la famille. Apprendre que l'homme qu'elle aimait avait abandonné une femme enceinte aurait pu changer les choses. Cela aurait pu tout changer. Mais elle ne le saurait jamais, car Jean avait fait le choix pour elle. Il avait décidé qu'elle ne pouvait pas supporter la vérité, et il l'avait donc cachée. Était-ce de l'amour? Se demanda-t-elle, ou était-ce de la lâcheté? La protégeait-il ou se protégeait-il lui-même? Peut-être les deux. Peut-être que l'amour et la lâcheté n'étaient pas si différents après tout. Elle parcourut le reste des années 1960 plus lentement maintenant, lisant chaque confession avec un nouveau regard. Jean écrivait sur leur mariage, sur la naissance de Sandrine, sur le travail quotidien de construction d'une vie en Auvergne. Sous le récit de surface du contentement courait un courant d'anxiété. Il était toujours sur ses gardes, attendant toujours que le passé le rattrape. En 1965, il écrivit sur un étranger qui était passé en ville en posant des questions, un homme de Normandie cherchant un certain Jean qui avait travaillé dans une ferme là-bas des années auparavant. Jean s'était caché dans la grange jusqu'à ce que l'homme parte. L'étranger n'est jamais revenu. Mais le sommeil de Jean s'est aggravé après cela. Il a commencé à faire des rêves sur Anne, sur l'enfant, sur le fait d'être trouvé et exposé. Je ne peux pas échapper à ce que j'ai fait, écrivit-il. Je ne peux pas fuir ma propre culpabilité. Elle vit en moi comme un second battement de cœur, toujours présente, me rappelant toujours qui je suis vraiment. Marie savait que Jean avait du mal à dormir. Elle se souvenait de la nuit où elle s'était réveillée pour trouver son côté du lit vide. Les nuits où elle l'entendait se déplacer dans la maison dans l'obscurité. Elle l'avait attribué à la guerre, au stress ordinaire, à l'agitation qui semblait affliger tant d'hommes de sa génération. Maintenant, elle comprenait que c'était quelque chose de plus spécifique, de plus personnel. La confession de 1968 la fit pleurer de nouveau. Sandrine avait 6 ans cette année-là, et Jean écrivit en la regardant jouer dans la cour, ses cheveux sombres captant la lumière du soleil, son rire résonnant à travers la propriété. Elle lui ressemble, écrivit Jean. Comme le garçon que j'ai laissé derrière moi. Mêmes yeux, même sourire, même façon de pencher la tête quand elle réfléchit. Je la regarde et je vois 2 enfants, celui que j'ai et celui que j'ai abandonné. Je l'aime plus que je ne savais qu'il était possible d'aimer quoi que ce soit. Mais je ne peux pas échapper à la connaissance que quelque part en Normandie, il y a un garçon qui n'a pas de père, un garçon que j'ai été trop lâche pour revendiquer. Marie pensa à Sandrine, à la distance qui s'était creusée entre sa fille et Jean au fil des ans. Sandrine avait toujours senti que son père retenait quelque chose, qu'il la regardait avec une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Elle l'avait interprété comme de la déception, de la froideur, un manque d'amour. Maintenant, Marie voyait ce que c'était, la culpabilité, le chagrin, le terrible poids de la comparaison. Jean avait aimé Sandrine. Marie le savait sans aucun doute. Mais il l'avait aimée avec un cœur brisé, un cœur qui regardait toujours par-dessus son épaule l'enfant qu'il avait laissé derrière lui. Pas étonnant que Sandrine ait senti qu'il manquait quelque chose. Il y avait eu quelque chose qui manquait, un morceau de Jean qui était resté à jamais en Normandie, à jamais perdu. Le blizzard continuait dehors, la neige s'accumulant plus haut contre les murs du gîte. Marie se leva de la table et ajouta plus de bois au feu, se déplaçant avec raideur après être restée assise si longtemps. Son corps lui faisait mal, mais la douleur dans sa poitrine était pire. Elle regarda les bocaux restants, les années 1970, 1980, 1990 et au-delà. Plus de décennies, plus de secrets, plus de vérités que Jean avait portées seul. Elle n'était pas sûre de pouvoir en supporter beaucoup plus ce soir, mais elle n'était pas non plus sûre de pouvoir s'arrêter. Le gîte semblait différent maintenant, lourd du poids de la révélation.
Jean s'était assis dans cette même chaise, avait écrit à cette même table, avait scellé ses confessions dans ces mêmes bocaux. Il l'avait fait pendant 40 ans, venant ici en secret, ajoutant à sa collection de culpabilité, puis retournant à la maison de campagne comme si rien n'avait changé. Pendant tout ce temps, Marie l'avait attendu, lui faisant confiance, l'aimant sans savoir qui il était vraiment. Elle attrapa le bocal marqué 1978, l'année où Sandrine a eu 16 ans, l'année où tout a commencé à changer entre eux. Avant de l'ouvrir, elle fit une pause, tenant le bocal dans ses deux mains comme une prière. Elle pensa à appeler Sandrine, à dire à sa fille ce qu'elle avait trouvé. Mais les téléphones ne captaient pas si loin dans les montagnes. Et d'ailleurs, que dirait-elle? Ton père avait un autre enfant. Ton père portait la culpabilité comme une pierre autour de son cou. Ton père t'aimait, mais son amour était compliqué par un chagrin que tu n'as jamais connu. Ces conversations viendraient plus tard, quand elle rentrerait chez elle, quand elle aurait tout lu, quand elle comprendrait toute la forme de la vie cachée de Jean. Pour l'instant, elle était seule avec la vérité, et elle devait y faire face seule. Elle brisa le seau du bocal de 1978 et commença à lire. La confession de 1978 était la plus longue que Marie ait lue jusqu'à présent. L'écriture de Jean avait changé à ce moment-là, plus stable, plus mesurée, l'écriture d'un homme qui avait atteint la quarantaine, mais la culpabilité restait aussi vive que jamais. Sandrine a eu 16 ans aujourd'hui, commença Jean. Nous avons eu une petite fête. Marie a fait un gâteau. Les Leclerc sont venus. Sandrine a fait semblant d'être embarrassée par l'attention, comme le font les adolescentes. Elle a soufflé ses bougies et a fait un vœu qu'elle ne nous a pas dit. Et je suis resté là, la regardant, le cœur dans la gorge. Jean continua à décrire la fête en détail. La façon dont Sandrine a ri quand Pierre Leclerc a raconté une de ses terribles blagues. La façon dont elle a aidé sa mère à débarrasser la vaisselle ensuite. La façon dont elle l'a serré dans ses bras avant d'aller se coucher et a dit « Merci, papa ». Juste 2 mots, mais ils avaient tout signifié pour lui. Je ne peux pas la regarder sans le voir, écrivit Jean. Le garçon en Normandie aurait 25 ans maintenant, un homme. Il pourrait avoir ses propres enfants. Il pourrait être père, et je n'en saurais rien. J'ai manqué toute sa vie. J'ai choisi de la manquer. La confession prit un tour plus sombre. Jean écrivit sur la distance qui grandissait entre lui et Sandrine, sur la façon dont elle le regardait parfois avec confusion ou frustration. Elle voulait plus de lui, plus d'affection, plus de mots, plus de présence, et il ne savait pas comment le donner. Chaque fois qu'il essayait d'être proche d'elle, la culpabilité montait et l'étouffait. Il se sentait comme un imposteur, jouant à la paternité alors qu'un autre enfant existait quelque part sans lui. Marie dit que je suis trop dur avec la fille, écrivit Jean. Elle dit que Sandrine a besoin que je m'ouvre, que je lui parle, que je la laisse entrer. Mais comment puis-je m'ouvrir quand tout en moi est poison? Comment puis-je la laisser entrer quand elle ne connaît pas la vérité sur qui je suis? Marie se souvenait vivement de ces années. Sandrine avait été une adolescente difficile, pas rebelle exactement, mais à la langue acérée et impatiente, prompte à souligner les incohérences et lente à pardonner. Elle avait accusé Jean de froideur plus d'une fois, de se soucier plus de la ferme que d'elle, d'être physiquement présent mais émotionnellement absent. Marie avait toujours défendu Jean. Elle avait dit à Sandrine que les hommes de sa génération n'étaient pas élevés pour exprimer leurs sentiments, que son silence était une forme d'amour qu'elle devait apprendre à reconnaître. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Le silence de Jean n'était pas un conditionnement culturel. C'était une dissimulation délibérée. Il se tenait à distance de Sandrine parce qu'il avait peur de ce qui se passerait s'il s'approchait trop. Les plusieurs bocaux suivants continuaient le schéma. Au cours des années 1980, Jean suivit la vie de Sandrine à une distance prudente, son diplôme, son bref passage à l'université, sa décision d'abandonner et d'épouser un homme nommé Stéphane, en qui Jean n'avait pas entièrement confiance. Il assista au mariage, porta un toast, sourit pour les photographies, mais à l'intérieur, il était tourmenté. Elle était si belle, écrivit Jean à propos du mariage, si pleine d'espoir. Je voulais lui dire à quel point j'étais fier. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Je suis resté debout, j'ai levé mon verre, et j'ai dit quelque chose de vide et de formel. Je n'ai pas pu trouver la clé. Marie avait aussi été à ce mariage. Elle se souvenait du toast de Jean, bref, formel, vaguement congratulatoire. Elle aurait souhaité qu'il en dise plus, qu'il en montre plus, mais elle ne l'avait pas pressé.
Elle avait accepté ses limites comme elle acceptait la météo, comme quelque chose hors de son contrôle. Maintenant, elle comprenait que ces limites n'étaient pas fixes. Elles étaient choisies. Jean avait construit des murs autour de lui, brique par brique, année par année, et il n'avait jamais laissé personne l'aider à les abattre. Le bocal de 1985 contenait quelque chose de différent, un reçu. Marie le déplia et trouva une facture d'un détective privé de Clermont-Ferrand, quelqu'un que Jean avait engagé pour retrouver des informations sur son fils. Le rapport joint était bref et décevant. Le détective avait trouvé des registres de la naissance en Normandie, avait localisé la ville où vivait la famille d'Anne, mais n'avait pas pu confirmer d'informations actuelles sur le garçon. La piste s'était perdue quelque part au début des années 1970, lorsque la famille avait déménagé sans laisser d'adresse. La confession de Jean cette année-là fut brève. J'ai essayé de le trouver. J'ai échoué. C'est peut-être ce que je mérite. Il avait essayé d'autres fois aussi, découvrit Marie. Il y avait d'autres reçus éparpillés dans les bocaux, d'autres détectives, d'autres impasses, d'autres échecs. Chaque fois que Jean s'approchait de trouver son fils, quelque chose bloquait le chemin. Chaque fois, il enregistrait sa déception avec des mots soignés et mesurés qui dissimulaient à peine son désespoir. Dans les années 1990, Jean semblait avoir abandonné la recherche. Ses confessions devinrent moins fréquentes, plus courtes, plus résignées. Il écrivit sur le vieillissement, sur le fait de voir son corps décliner, sur l'étrange paix qui venait de l'acceptation qu'il ne trouverait jamais l'enfant qu'il avait perdu. Il écrivit sur Marie, sur combien il l'aimait, sur la gratitude qu'il ressentait pour chaque jour qu'il partageait. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, écrivit Jean en 1994. Je ne la mérite pas. Je ne l'ai jamais méritée. Mais j'ai essayé chaque jour d'être digne de son amour. J'espère que quand je serai parti, elle se souviendra de l'homme que j'ai essayé d'être plutôt que de l'homme que j'étais. Marie ferma les yeux et laissa couler les larmes. Elle savait que Jean l'aimait. Elle l'avait senti dans son contact, l'avait vu dans ses yeux, l'avait entendu dans les quelques mots qu'il offrait. Mais elle n'avait jamais connu la profondeur de sa gratitude, la férocité de sa dévotion, la terreur qu'il ressentait à l'idée de la perdre. Il avait eu peur toutes ces années, peur qu'elle découvre la vérité, peur qu'elle parte, peur que son passé détruise son présent. Et ainsi, il avait tout caché, scellé dans des bocaux, transporté dans ce gîte gelé où personne ne le trouverait jamais. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce qu'elle brise les seaux et lise les mots qu'il n'avait jamais pu dire à voix haute. Le feu avait baissé. Marie ajouta plus de bois et se rassit, enroulant la fine couverture du lit de camp autour de ses épaules. Le blizzard continuait dehors, le vent faisant vibrer les murs du gîte. Elle n'avait aucune idée de l'heure qu'il était, aucune notion du temps qu'elle avait passé à lire. Il y avait encore plus de bocaux à ouvrir. Les années 2000, les années 2010, et un marqué de l'année en cours, la confession finale de Jean, écrite quelques mois seulement avant sa mort. Elle n'était pas encore prête pour celle-là. Elle devait y arriver progressivement, l'aborder lentement, se préparer à la vérité qui l'attendait à l'intérieur. Elle attrapa le bocal suivant dans la séquence et continua à lire. Les heures passèrent lentement dans le gîte gelé. Dehors, le blizzard ne montrait aucun signe d'affaiblissement. Marie parcourut bocal après bocal, regardant la vie de Jean se dérouler à l'envers. Pas la vie qu'elle avait connue, mais la vie cachée qui coulait en dessous comme une rivière souterraine, façonnant le paysage sans jamais percer la surface. Chaque confession ajoutait une nouvelle couche à sa compréhension. Chaque secret révélé rendait l'homme qu'elle avait aimé à la fois plus étranger et plus familier. Elle commença à voir Jean non pas comme un mystère à résoudre, mais comme un être humain à comprendre, imparfait, effrayé, faisant de son mieux avec le fardeau qu'il portait. Cela ne rendait pas les secrets plus faciles à supporter, mais cela les rendait compréhensibles. Au moins, cela rendait Jean humain. Elle attrapa le bocal de 2001 et remarqua que ses mains étaient plus stables maintenant, sa respiration plus calme. Le choc des premières confessions s'était estompé pour laisser place à quelque chose de plus semblable à de la tristesse, profonde et silencieuse, le genre qui s'installe dans vos os et y reste. Derrière les bocaux, nichés dans l'ombre de l'étagère la plus basse, Marie trouva quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, un paquet d'enveloppes attachées avec de la ficelle délavée. Elle les sortit et les examina à la lueur du feu. Chaque enveloppe était adressée de la même manière, mon fils. Pas de nom, pas d'adresse, pas de timbre. Elles n'avaient jamais été postées. Elles avaient été écrites, scellées et stockées ici, à côté des confessions,
comme si Jean s'était préparé à une conversation qui n'avait jamais eu lieu. Marie les compta. 23 lettres en tout, s'étalant du milieu des années 1960 à quelques années seulement. Elle défit la ficelle et ouvrit la première, manipulant le papier jauni avec soin. La lettre était datée de 1967. L'écriture de Jean était plus jeune alors, moins contrôlée, les mots se pressant avec une urgence qui frisait le désespoir. « Cher fils, commença-t-il, je ne sais pas si tu liras jamais ceci. Je ne connais pas ton nom ni où tu es. Je ne sais même pas si tu es en vie. Mais j'ai besoin de t'écrire quand même, de te parler à travers tous les kilomètres et les années qui nous séparent. » La lettre continuait sur 3 pages. Jean écrivait sur le jour de la naissance du garçon, sur Anne, sur le choix qu'il avait fait de partir et de ne jamais revenir. Il écrivait sur sa honte et sa culpabilité, sur les nuits où il restait éveillé à penser à l'enfant qu'il avait abandonné, sur les prières qu'il offrait et qui restaient sans réponse. « J'ai été un lâche, écrivit Jean. J'avais peur de la responsabilité, peur d'être un père, peur de t'échouer comme j'avais échoué à tout le monde. Alors j'ai fui, et fuir a été la pire chose que j'ai jamais faite. Je pense à toi tous les jours. Je me demande ce que tu es devenu. J'espère, je prie, que tu as trouvé une bonne vie malgré mon absence. » La lettre se terminait par une simple ligne. « Je t'aime, mon fils. Je l'ai toujours fait. Je le ferai toujours, même si tu ne le sais jamais. » Marie posa la lettre et pressa ses mains contre ses yeux. Jean avait écrit ces mots il y a plus de 50 ans, déversant son cœur sur le papier, puis le scellant là où personne ne le verrait jamais. Il avait fait cela 23 fois, écrivant des lettres à un enfant qui ne les recevrait jamais, prononçant des mots qui ne seraient jamais entendus. Pourquoi ne les avait-il pas envoyés? Marie pouvait le deviner. Il n'avait pas d'adresse. Il craignait le rejet. Il ne pouvait supporter l'idée que son fils lise ces mots et ne ressente que de la colère. Mais elle se demandait aussi s'il y avait autre chose en jeu, une peur plus profonde, la peur de trouver réellement ce qu'il cherchait. Tant que le garçon restait abstrait, inconnu, Jean pouvait l'imaginer heureux, réussi, non accablé par l'absence de son père. Mais s'il tendait la main et découvrait la vérité, s'il apprenait que son fils le détestait, ou pire, ne s'en souciait pas du tout, cela le détruirait. Mieux valait garder les lettres scellées, mieux valait écrire les mots et ne jamais les envoyer. Mieux valait porter l'espoir d'une réconciliation possible que la certitude du rejet. Marie lut plusieurs autres lettres, chacune plus déchirante que la précédente. En 1975, Jean écrivit sur le premier jour de maternelle de Sandrine, décrivant comment il s'était tenu au bord de la cour de l'école, la regardant courir vers le bâtiment, et comment il avait pensé à un autre enfant, commençant l'école ailleurs, sans un père pour le regarder partir. En 1982, il écrivit sur un rêve qu'il avait eu, son fils apparaissant à la porte de la maison de campagne, un homme adulte maintenant, demandant à Jean pourquoi il était parti. Dans le rêve, Jean essayait d'expliquer, essayait de s'excuser, mais aucun mot ne venait. Il s'était réveillé en pleurant, et Marie l'avait trouvé dans la cuisine, fixant le vide, refusant de dire ce qui n'allait pas. Marie se souvenait de cette nuit. Elle avait supposé que Jean pensait à la guerre, aux fantômes qui semblaient parfois le suivre. Elle l'avait serré dans ses bras et n'avait rien dit, le laissant traverser l'obscurité qui l'avait saisi. Elle n'avait pas su, n'aurait pas pu savoir, que l'obscurité avait un nom, un visage, un fils qu'il ne pouvait pas atteindre. En 1998, Jean écrivit une lettre différente des autres. Au lieu de s'excuser, il offrait des conseils, des orientations pour une vie qu'il n'avait jamais vue, des leçons qu'il espérait pouvoir atteindre d'une manière ou d'une autre le garçon qu'il avait perdu. « Travaille dur », écrivit-il. « Sois honnête. Traite les gens équitablement, même quand ils ne le méritent pas. Aime ta femme complètement si tu as la chance d'en trouver une. Et si jamais tu as des enfants, sois là pour eux. Sois présent. Ne fais pas mes erreurs. » La lettre se terminait par une promesse. « Si jamais je te trouve, je te dirai tout cela en personne. D'ici là, je te porte toujours avec moi. » Marie mit les lettres de côté et regarda les bocaux restants. Elle approchait de la fin maintenant. Les dernières années, les dernières confessions. Elle pouvait voir le bocal marqué de l'année en cours, assis au bout de la rangée, l'attendant. Mais d'abord, elle devait comprendre autre chose. Elle balaya les étagères du regard, cherchant d'autres objets cachés, d'autres secrets que Jean aurait pu dissimuler. Sa main trouva une petite boîte en bois derrière les bocaux sur l'étagère du haut,
coincée dans un coin qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Elle la sortit et l'examina. La boîte était simple, non vernie, avec un simple loquet en laiton. À l'intérieur, elle trouva des photographies. La première était une photo d'Anne, la femme que Jean avait aimée avant Marie, la femme qui était morte en donnant naissance à son enfant. Elle était jeune sur la photo, peut-être 20 ans, avec des cheveux sombres et un sourire doux qui rappelait douloureusement Sandrine à Marie. La deuxième photo montrait Anne tenant un bébé, un nouveau-né, enveloppé dans une couverture pâle, les yeux fermés, les petits poings serrés contre sa poitrine. Au dos, quelqu'un avait écrit « Antoine, 3 jours ». Antoine. Le fils de Jean avait un nom. Marie tint la photo et fixa le visage du nourrisson, essayant de voir Jean dans ses petits traits, essayant d'imaginer l'homme que cet enfant était devenu. Antoine aurait la soixantaine maintenant, plus âgé que Sandrine, plus âgé que Marie ne l'était quand elle avait épousé Jean. Il pourrait être grand-père maintenant. Il aurait pu vivre une vie entière sans jamais savoir qui était son père. Ou il pourrait savoir, il aurait pu chercher comme Jean avait cherché et ne trouver que des impasses et le silence. Marie remit les photos dans la boîte et la mit de côté. Elle aurait besoin de digérer ce qu'elle avait trouvé, de réfléchir à ce que cela signifiait, de décider quoi faire de cette connaissance. Mais d'abord, elle devait finir de lire. Elle devait comprendre toute la forme de la vie cachée de Jean avant de pouvoir décider comment la porter. Elle attrapa le bocal marqué de l'année en cours, la confession finale de Jean, et le tint dans ses mains. C'était ça, la fin de l'histoire. Quelle que soit la vérité que Jean avait gardée pour la fin, elle attendait à l'intérieur de ce verre. Elle brisa le seau et commença à lire. Le papier était plus récent que les autres, l'encre encore sombre et nette. Jean avait écrit cela quelques mois auparavant, lorsque sa santé déclinait et que son temps était compté. Son écriture montrait le tremblement de l'âge, mais les mots étaient clairs, délibérés, choisis avec soin. C'était son dernier message à quiconque pourrait trouver cet endroit. C'était sa vérité finale. Marie prit une profonde inspiration et continua de lire. La confession finale de Jean commençait par des excuses. « Marie, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu as trouvé mon gîte, mes bocaux, mes secrets. Je suis désolé. Je suis désolé de ne te l'avoir jamais dit. Je suis désolé d'avoir eu trop peur. Je suis désolé d'avoir laissé ma peur contrôler notre vie ensemble. Tu méritais mieux. » Les yeux de Marie s'embrouillèrent de larmes. Mais elle continua de lire. Jean écrivit sur ses dernières années, sur le fait de voir son corps décliner, sur l'étrange clarté qui venait avec la connaissance que la fin était proche. Il écrivit sur la décision qu'il avait prise, enfin, après des décennies de recherche et d'échecs, arrêter de se cacher. Il y a 2 ans, écrivit Jean, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Une lettre est arrivée à notre maison de campagne, transférée d'une vieille adresse que j'avais utilisée des décennies auparavant. Elle venait d'un homme nommé Antoine Duval, qui disait être mon fils. Le souffle de Marie se coupa dans sa poitrine. Il y a 2 ans. Jean savait depuis 2 ans que son fils l'avait retrouvé. Il le savait, et il n'avait jamais dit un mot. La confession continuait. Jean décrivit la lettre, le choc de la lire, le flot d'émotions qui l'avait presque submergé. Antoine avait passé des années à chercher son père biologique, à retrouver des registres, à suivre des pistes qui s'évanouissaient encore et encore. Il avait finalement trouvé Jean grâce à une base de données généalogiques, faisant correspondre des échantillons d'ADN qui confirmaient ce qu'Antoine soupçonnait depuis longtemps. Je ne savais pas comment répondre, écrivit Jean. Je suis resté avec sa lettre pendant 3 semaines, la lisant encore et encore, essayant de trouver le courage de lui répondre. Quand je l'ai finalement fait, je lui ai tout dit, la vérité sur Anne, sur pourquoi je suis parti, sur la culpabilité que j'avais portée pendant 60 ans. Je m'attendais à ce qu'il me déteste. Je m'attendais à de la colère, des accusations, du rejet. Au lieu de cela, il a répondu avec une grâce que je ne méritais pas. Antoine l'avait pardonné. Pas facilement, pas complètement, mais assez pour commencer une correspondance. Pendant 2 ans, ils avaient échangé des lettres, apprenant la vie de l'autre, construisant une connexion qui aurait dû être construite des décennies plus tôt. Je ne te l'ai jamais dit, écrivit Jean, parce que je ne savais pas comment. Chaque fois que j'essayais d'en parler, les mots restaient coincés dans ma gorge. Comment pouvais-je t'expliquer que j'avais un fils que je n'avais jamais mentionné? Que nous nous écrivions des lettres depuis des mois. Que je l'avais rencontré une fois, juste une fois, dans un café à Clermont-Ferrand,
alors que tu pensais que j'étais à un rendez-vous chez le médecin? Marie posa le papier. Ses mains tremblaient. Jean avait rencontré son fils. Il s'était assis en face d'Antoine dans un café, avait regardé dans les yeux de l'enfant qu'il avait abandonné, et ne lui avait jamais dit. Elle ne savait pas quoi ressentir. Trahi. Oui. Un autre secret, un autre mensonge. Mais aussi soulagé, en quelque sorte, que Jean ait trouvé la réconciliation qu'il cherchait avant de mourir, qu'Antoine l'ait pardonné, que l'histoire ne se termine pas dans le silence et le regret. Elle reprit la confession et continua de lire. Jean décrivit la rencontre en détail. Antoine avait 60 ans, un instituteur à la retraite qui vivait en Normandie avec sa femme et ses 2 enfants adultes. Il avait ses propres petits-enfants, 3, et il avait apporté des photos pour les montrer à Jean. J'ai tenu ces photos dans mes mains, écrivit Jean. Et j'ai vu mes petits-enfants, des enfants que je n'ai jamais connus, des enfants qui ne me connaîtront jamais. J'ai pleuré devant mon fils, devant des inconnus dans un café, et je ne pouvais pas m'arrêter. Antoine avait été gentil. Il n'avait pas pressé Jean pour plus qu'il ne pouvait donner. Il avait simplement offert sa présence, une connexion, le début de quelque chose qui pourrait devenir plus. Mais je savais que je manquais de temps, écrivit Jean. Les médecins m'avaient dit à quoi m'attendre. J'avais des mois, pas des années. Je ne pouvais pas construire la relation que je voulais. Il n'y avait pas assez de temps. Tout ce que je pouvais faire, c'était dire la vérité à Antoine et espérer que cela suffirait. La dernière demande de Jean était pour Marie. Il voulait qu'elle contacte Antoine, qu'elle rencontre le fils que Jean avait perdu et retrouvé. Il voulait qu'elle le dise à Sandrine, qu'elle donne à leur fille la chance de connaître son demi-frère. Il voulait que la famille soit enfin réunie, même si cela se produisait après sa mort. Je sais que c'est beaucoup demandé, écrivit Jean. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais Antoine est un homme bon. Il mérite de connaître le reste de sa famille. Et Sandrine, notre Sandrine, mérite de savoir qu'elle a un frère. Au bas de la page, Jean avait écrit l'adresse d'Antoine en Normandie. Mais ce n'était pas tout. Sous l'adresse se trouvait une dernière note. Regarde sous le plancher. Il y a plus. Marie mit la confession de côté et baissa les yeux sur le sol en bois brut. Elle avait remarqué une jointure plus tôt, près du poêle à bois, où les planches ne se rejoignaient pas tout à fait. Maintenant, elle comprenait. Elle se leva de la chaise et s'agenouilla près du poêle, ses genoux protestant contre le sol froid et dur. Elle glissa ses doigts dans l'interstice et tira. La planche se souleva avec un gémissement, révélant un espace sombre en dessous. À l'intérieur, elle trouva une boîte en métal, un coffre-fort, du genre utilisé pour garder les objets de valeur en sécurité. Il était verrouillé, mais une petite clé pendait à un clou planté dans l'une des solives. Elle récupéra la clé et ouvrit la boîte. À l'intérieur, elle trouva tout. Des photos de Jean jeune soldat, beau et hanté. Des photos d'Anne, d'Antoine bébé, de la famille qu'il avait élevée. Des médailles militaires. Jean n'avait jamais mentionné une croix de guerre, une médaille militaire, des citations pour bravoure qui contredisaient tout ce qu'il croyait de lui-même. Il y avait aussi des documents légaux. L'acte de naissance d'Antoine nommant Jean comme le père. L'acte de propriété de ce gîte, acheté en 1954 sous un nom que Marie ne reconnaissait pas. Et une enveloppe scellée adressée simplement, pour Marie, quand tu trouveras ceci. Marie s'assit sur ses talons et tint l'enveloppe. C'était le dernier message de Jean. Ces derniers mots, destinés spécifiquement à elle. Tout le reste avait été confession, explication, le soulagement d'une âme troublée. Mais ceci, c'était différent. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution. La lettre à l'intérieur était écrite de la main la plus ferme de Jean, comme s'il avait concentré toute sa force restante dans ces derniers mots. Ma chère Marie, commença-t-il, si tu as trouvé ceci, alors tu sais tout. Tu sais qui j'étais avant de te rencontrer, ce que j'ai fait, ce que j'ai caché. Tu connais le pire de moi, et j'imagine que tu es en colère, blessé, et que tu te demandes pourquoi je ne t'ai jamais fait confiance avec la vérité. La lettre continuait sur 2 pages. Jean expliquait tout, non pas les faits qu'elle connaissait déjà, mais ses raisons. Il avait eu peur de la perdre. Il avait eu peur qu'elle le voie différemment, l'aime moins, le laisse seul avec sa culpabilité. Il avait choisi le silence parce que le silence lui semblait plus sûr que le risque du rejet. Mais j'avais tort, écrivit Jean.
J'aurais dû tout te dire depuis le début. J'aurais dû te faire confiance comme tu m'as toujours fait confiance. Tu ne serais pas partie. Je le sais maintenant. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été, plus courageuse, plus indulgente. Tu m'aurais aidé à porter ce poids, et il aurait été plus léger pour nous deux. Il s'excusa encore et encore, remplissant la page de regrets. Mais la lettre se terminait par autre chose. L'espoir. Je te demande de faire ce que je n'ai pas pu faire de mon vivant, écrivit Jean. Contacte Antoine. Rencontre les demi-frères et sœurs de tes petits-enfants. Dis la vérité à Sandrine et donne-lui la chance de guérir les blessures que j'ai causées. Construis la famille que j'ai eu trop peur de construire. Fais quelque chose de bon de toute cette douleur. Sa dernière ligne était simple. Je t'ai aimé chaque jour de notre vie ensemble. Même quand je ne pouvais pas le dire, même quand je ne te méritais pas. Même maintenant, alors que j'écris ces mots, sachant que je ne vivrai pas pour voir ce qui se passera ensuite. Je t'aime, Marie. Je l'ai toujours fait. Je le ferai toujours. Marie serra la lettre contre sa poitrine et pleura. Le feu s'était réduit à des braises, le gîte se refroidissant autour d'elle, mais elle ne le remarqua pas. Elle pleura pour Jean, pour le fardeau qu'il avait porté seul. Elle pleura pour Antoine, le fils qui avait cherché son père et l'avait trouvé seulement pour le perdre à nouveau. Elle pleura pour Sandrine, qui avait passé toute sa vie à sentir la distance de son père sans en comprendre la source. Et elle pleura pour elle-même, pour le mariage qu'elle pensait comprendre, pour les secrets qu'elle n'avait jamais connus, pour les années de silence qui ne pourraient jamais être récupérées. Mais sous le chagrin, autre chose s'agita. Un but, une détermination. Jean lui avait demandé de faire ce qu'il ne pouvait pas, de tendre la main, de connecter, de construire. Elle avait 62 ans, seule dans un gîte gelé, entourée des confessions d'un homme mort. Mais elle n'en avait pas fini. Il y avait encore du travail à faire. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, elle plia soigneusement la lettre de Jean et la glissa dans le sac à dos à côté des photos et des adresses. Puis elle se leva, alimenta le feu et attendit que la tempête passe. Elle avait un long voyage devant elle. Le blizzard dura toute la nuit et une partie du jour suivant. Marie maintint le feu, rationnant sa nourriture, et passa les heures à étudier tout ce qu'elle avait trouvé. Elle relut les confessions, plus lentement cette fois, essayant de comprendre plutôt que de simplement réagir. Elle étudia les photographies, mémorisant les visages de la famille qu'elle n'avait jamais connue. Elle tint les médailles dans ses mains, les retournant, se demandant pourquoi Jean ne les avait jamais exposées, n'avait jamais parlé de la bravoure qu'elle représentait. La citation de la croix de guerre décrivait une action en Indochine, Jean avait transporté un soldat blessé à travers les tirs ennemis, lui sauvant la vie au péril de la sienne. La médaille militaire reconnaissait des blessures que Marie avait vues comme des cicatrices sur son corps, mais sur lesquelles elle n'avait jamais posé de questions. Il avait balayé ces questions avec de vagues références à des accidents, à la malchance, à rien qui ne vaille la peine d'être discuté. Maintenant, elle comprenait. Jean ne pouvait pas parler de son héroïsme parce qu'il ne croyait pas le mériter. Dans son propre esprit, il n'était pas un héros, mais un lâche. Un homme qui avait fui la responsabilité, abandonné son enfant, bâti sa vie sur des mensonges. Les médailles contredisaient l'image qu'il avait de lui-même, et il les avait donc cachées là où elle ne pouvait pas contester l'histoire qu'il se racontait. Marie remit les médailles dans la boîte et ferma le couvercle. Elle les ramènerait à la maison, les montrerait à Sandrine, laisserait sa fille voir le père qu'elle n'avait jamais complètement connu. Peut-être que cela aiderait. Peut-être que rien ne pouvait aider, mais elle devait essayer. Dans l'après-midi du deuxième jour, la tempête commença à faiblir. Le vent passa d'un hurlement à un murmure, et des parcelles de bleu apparurent entre les nuages. Marie se prépara à partir, rangeant la boîte en métal dans le sac à dos de Jean à côté des bocaux les plus importants, la première confession, la confession finale, les lettres à Antoine qui n'avaient jamais été envoyées. Elle ne pouvait pas tout emporter. Le gîte contenait 40 ans de confession, trop lourde à transporter en bas de la montagne. Elle devrait revenir un jour, ou trouver un moyen de tout descendre, ou simplement le laisser ici où Jean l'avait laissé. Pour l'instant, elle prit ce qui comptait le plus et laissa le reste. La descente fut plus difficile que la montée. La neige fraîche avait enterré le sentier, et elle dut naviguer à la mémoire et à la boussole, suivant l'instrument en laiton de Jean à travers un paysage transformé par le blanc. Ses jambes lui faisaient mal, son dos protestait, et plus d'une fois, elle dut s'arrêter et se reposer contre un arbre,
reprenant son souffle dans l'air raréfié de la montagne. Mais elle ne s'arrêta pas longtemps. Elle avait du travail à faire, des appels à passer, une famille à reconstruire. Chaque pas la rapprochait de la vallée, de la maison de campagne, du téléphone qui la relierait au monde qu'elle avait laissé derrière elle. Elle pensa à Antoine en marchant. Elle essaya de l'imaginer, un homme de 60 ans, retraité de l'enseignement, vivant en Normandie avec la famille qu'il avait construite. Quelle avait été sa vie, grandissant sans connaître son père? Avait-il ressenti l'absence comme Sandrine avait ressenti la distance de Jean? S'était-il demandé toutes ces années qu'il avait quitté et pourquoi? Et maintenant, il avait trouvé la réponse. Il avait retrouvé la trace de Jean, l'avait contacté, avait reçu les excuses qu'il avait attendu toute sa vie d'entendre. Mais c'était arrivé trop tard pour une vraie relation, trop tard pour les années de connexion qu'ils auraient dû avoir. Tout ce qu'Antoine avait, c'était une poignée de lettres et une rencontre dans un café, les pièces d'un puzzle qui ne pourrait jamais être entièrement assemblées. Marie se demanda ce qu'elle lui dirait. Comment se présente-t-on à un beau-fils dont on n'a jamais connu l'existence? Comment explique-t-on des décennies d'ignorance, des années à vivre à côté d'un homme qui n'a jamais mentionné son nom? Elle trouverait une solution. Elle le devait. Le soir, elle atteignit les pentes inférieures de la montagne, où la neige s'amincissait et le sentier devenait plus clair. Elle pouvait voir la fumée s'élever de la cheminée de Pierre Leclerc au loin, une fine colonne grise contre le ciel qui s'assombrissait. La maison était proche maintenant. Juste quelques kilomètres de plus. Elle installa son camp une dernière fois, faisant un petit feu dans un creux abrité, mangeant le reste de sa nourriture. Les étoiles apparurent au-dessus, froides et brillantes, les mêmes étoiles qu'elle avait observées depuis le gîte 2 nuits auparavant. Tant de choses avaient changé depuis. Elle n'était plus la même femme qui avait gravi cette montagne. Elle ne serait plus jamais cette femme. Le matin, elle termina sa descente. Pierre la vit arriver et sortit à sa rencontre. Son visage, plissé d'inquiétude, s'adoucit de soulagement quand il la vit indemne. « Je pensais que la tempête t'avait eu, dit-il. Elle m'a eu. Mais j'ai trouvé ce que je cherchais. » Il ne demanda pas ce que cela signifiait. Il hocha simplement la tête et marcha à ses côtés jusqu'à la maison de campagne, l'aida à entrer, ranima le feu pendant qu'elle s'asseyait à la table de la cuisine, épuisée et changée. « Tu as besoin de quelque chose? » demanda-t-il. « Du temps, dit-elle. Et peut-être un café. » Il prépara le café pendant qu'elle restait assise, fixant le téléphone au mur. Le vieux téléphone à cadran qu'elle et Jean n'avaient jamais pris la peine de remplacer, une relique d'une autre époque. Elle avait passé des milliers d'appels sur ce téléphone au fil des ans, commandant des fournitures, parlant à Sandrine, organisant les affaires de la vie quotidienne. Mais les appels qu'elle devait passer maintenant étaient différents. Ces appels allaient tout changer. Elle attendit que Pierre parte, qu'elle soit seule dans la maison de campagne avec seulement le crépitement du feu et le tic-tac de l'horloge pour compagnie. Puis elle se leva de la table, se dirigea vers le téléphone et décrocha le combiné. Sandrine d'abord. Sa fille méritait de savoir avant tout le monde. Elle composa le numéro de mémoire, ses doigts trouvant le schéma familier sur le cadran rotatif. Le téléphone sonna 1, 2, 3 fois. Puis Sandrine répondit, sa voix sur la défensive, distante, la voix qu'elle avait utilisée avec Marie depuis les funérailles. « Allô? Sandrine. C'est ta mère. » Une pause. « Est-ce que tout va bien? » Marie ferma les yeux. « J'ai besoin de te dire quelque chose à propos de ton père. Et j'ai besoin que tu rentres à la maison. » Une autre pause, plus longue cette fois. Marie pouvait entendre Sandrine respirer à l'autre bout du fil, pouvait imaginer sa fille debout dans sa cuisine à Bordeaux, essayant de décider s'il fallait s'engager ou esquiver. « Maman, si c'est encore à propos des arrangements funéraires. » Ce n'est pas ça. C'est autre chose. Quelque chose d'important. Quelque chose qui change. La voix de Marie se brisa. Point qui change tout. La qualité du silence de Sandrine changea. Marie pouvait sentir l'attention de sa fille s'aiguiser, ses défenses s'abaisser. « De quoi parles-tu? » J'ai trouvé quelque chose. Ton père. Il avait des secrets. Des choses qu'il ne nous a jamais dites. Des choses que je pense que tu dois savoir. Quel genre de secret? Marie regarda la boîte en métal posée sur la table de la cuisine, les photos, les lettres et les confessions qu'elle contenait.
Comment pouvait-elle expliquer tout cela par téléphone? Comment pouvait-elle condenser 40 ans de vérité cachée en une conversation téléphonique? S'il te plaît, dit-elle, rentre simplement à la maison. Je t'expliquerai tout quand tu seras là. Le silence s'étira. Puis Sandrine parla, et sa voix était différente, plus douce, plus vulnérable que Marie ne l'avait entendue depuis des années. D'accord. Je viendrai. Je peux être là demain soir. Merci. Elles se dirent au revoir, et Marie raccrocha. Un appel de fait, un autre à faire. Mais le deuxième appel semblait plus lourd, plus capital. Elle s'apprêtait à contacter un étranger qui partageait le sang de son mari, un homme qui avait passé toute sa vie à se demander qui était le père qui l'avait abandonné. Elle récupéra l'adresse d'Antoine dans la boîte en métal et appela les renseignements pour obtenir son numéro de téléphone. Ses mains étaient stables alors qu'elle composait, mais son cœur battait la chamade. Le téléphone sonna 1, 2, 3 fois, puis un homme répondit. Elle crut entendre la voix de Jean. Pas exactement, mais assez proche pour lui couper le souffle. La même cadence mesurée, la même profondeur tranquille. Allô? Bonjour. Est-ce que je parle bien à monsieur Antoine Duval? C'est lui-même. Qui est à l'appareil? Marie prit une profonde inspiration. Mon nom est Marie Dubois. J'étais l'épouse de votre père. Le silence à l'autre bout du fil fut profond. Puis Antoine parla, et sa voix était épaisse d'émotion. Madame Dubois. J'espérais que vous appelleriez. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. Antoine lui raconta sa recherche de Jean, les décennies de questionnement, le jour où il avait enfin trouvé le nom de son père dans une base de données généalogique. Il lui parla des lettres qu'ils avaient échangées, de la rencontre à Clermont-Ferrand, de la façon dont Jean avait pleuré en voyant les photos de ses petits-enfants. Il a parlé de vous, dit Antoine. Il a dit que vous étiez l'amour de sa vie. Il a dit qu'il aurait souhaité pouvoir tout vous dire, mais qu'il avait peur. J'aurais aimé qu'il le fasse, dit Marie. J'aurais compris. Je sais. Il le savait aussi, je pense, vers la fin. Mais certaines peurs sont trop profondes pour être surmontées. Antoine lui parla de sa propre famille, sa femme, Monique, ses 2 enfants, Lucas et Chloé, ses 3 petits-enfants. Il avait bâti une bonne vie malgré l'absence d'un père. La famille qu'il avait élevée l'avait bien aimé. Mais il y avait toujours eu un point d'interrogation au centre de son identité. Trouver Jean a répondu à certaines de ces questions, dit Antoine. Je sais d'où je viens maintenant. Je sais pourquoi il est parti. Je peux faire la paix avec ça. Marie lui parla du gîte, des bocaux, des lettres qu'il n'avait jamais reçues. Antoine écouta en silence. Il n'a jamais cessé de penser à vous, dit Marie. Chaque année, il vous écrivait, même s'il n'a jamais envoyé les lettres. Vous étiez toujours avec lui. La voix d'Antoine était épaisse quand il répondit. J'aimerais lire ces lettres un jour. Elles vous appartiennent autant qu'à lui. Avant de raccrocher, Marie étendit l'invitation que Jean lui avait demandé de faire. Elle parla à Antoine de Sandrine, de la demi-sœur qu'il n'avait jamais rencontrée. Elle l'invita en Auvergne au printemps, à amener sa famille pour rencontrer les personnes qui faisaient partie de l'autre vie de son père. J'aimerais beaucoup ça, dit Antoine. J'aimerais beaucoup ça. Ils se dirent au revoir, et Marie raccrocha. Elle se tint debout dans la maison de campagne silencieuse, sentant le poids de ce qu'elle venait de faire. Elle avait tendu la main à travers des décennies de silence et de secret, avait commencé le travail de construction de ce que Jean avait eu trop peur de construire. Ce n'était qu'un début. Il y aurait des conversations difficiles à venir, mais c'était un début. Elle regarda autour d'elle dans la maison de campagne, la cuisine où elle et Jean avaient partagé des milliers de repas, la chaise où il lisait sa Bible chaque soir. Tout avait l'air pareil, mais tout avait changé. Marie monta les escaliers jusqu'à la chambre et dormit enfin. Sandrine arriva le soir suivant, comme elle l'avait promis. Marie regarda par la fenêtre de la cuisine la voiture de sa fille remonter le long chemin de terre, soulevant une poussière qui scintillait d'or dans la lumière déclinante. Elle n'avait pas vu Sandrine depuis les funérailles, lui avait à peine parlé depuis cet adieu précipité à l'aéroport. Maintenant, sa fille rentrait à la maison pour apprendre des vérités qui changeraient tout ce qu'elle pensait savoir sur son père. Marie ouvrit la porte et sortit sur le porche. Sandrine sortit lentement de la voiture, ses mouvements prudents, son visage fermé. Elle avait hérité de la méfiance de Jean,
de sa réticence à montrer sa vulnérabilité. Marie avait toujours trouvé cela frustrant. Maintenant, elle comprenait d'où cela venait. « Tu as fait bonne route, » dit Marie. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Sandrine monta les marches du porche et se tint face à sa mère, les bras croisés, attendant. « Tu as dit que tu avais trouvé quelque chose sur papa. Entre. Il y a beaucoup de choses à te dire. » Elles s'assirent à la table de la cuisine, la même table où Marie avait lu les confessions de Jean, où elle avait pleuré, ragé et finalement compris. La boîte en métal était posée entre elles, son contenu caché, mais présent. Marie ne savait pas par où commencer. Elle avait répété cette conversation une douzaine de fois dans son esprit, essayant de trouver les bons mots, la bonne séquence. Mais il n'y avait pas de bonne façon de dire à votre fille que son père avait abandonné un enfant, qu'elle avait un demi-frère qu'elle n'avait jamais rencontré, que la distance qu'elle avait ressentie de la part de Jean toute sa vie avait une cause qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Alors elle commença par le début. Elle parla à Sandrine de la carte, du gîte, des bocaux remplis de confessions. Elle décrivit le voyage dans les montagnes, le blizzard qui l'avait piégé à l'intérieur, les longues heures à lire à la lueur du feu alors que la vérité se dévoilait page par page. Sandrine écouta en silence, son expression passant du scepticisme à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Quand Marie décrivit la confession sur Anne, sur l'enfant que Jean avait laissé derrière lui, le visage de Sandrine devint pâle. « Il avait un autre enfant » dit Sandrine. « Avant moi ?»« Un fils. Il s'appelle Antoine. Il a 60 ans maintenant. Il a retrouvé ton père il y a 2 ans, et ils se sont écrits des lettres. Ils se sont même rencontrés une fois à Clermont-Ferrand. Papa ne nous a jamais rien dit. Il ne me l'a jamais dit non plus. Je l'ai découvert dans ses confessions. » Marie ouvrit la boîte en métal et montra à Sandrine les photos. Anne jeune femme, Antoine bébé, la famille que Jean avait laissée derrière lui. Elle lui montra les médailles, les citations, les preuves d'un héroïsme que Jean n'avait jamais mentionné. Elle lui montra les lettres adressées à « mon fils », les décennies d'excuses qui n'avaient jamais été envoyées. Sandrine tint les lettres dans ses mains, les retournant, sans les ouvrir. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle ne laissait pas couler. « Pourquoi ne nous a-t-il rien dit ?» demanda-t-elle. Toutes ces années, tout ce silence, pourquoi ? Il avait peur, dit Marie. Il avait peur que nous le voyions différemment, peur que nous l'aimions moins, peur que nous le laissions. Je ne serais jamais parti. C'était mon père. Je sais. Je lui ai dit ça dans mon cœur chaque jour de notre mariage. Mais il ne pouvait pas l'entendre. Sa culpabilité était trop forte. Sandrine posa les lettres et pressa ses paumes contre ses yeux. Quand elle releva la tête, son visage était différent, plus doux, plus ouvert que Marie ne l'avait vu depuis des années. « J'ai passé toute mon enfance à penser qu'il ne m'aimait pas, » dit Sandrine. « Je pensais qu'il était déçu par moi, ou froid, ou simplement pas intéressé. Mais ce n'était pas à propos de moi du tout, n'est-ce pas ? Non. Ce n'était jamais à propos de toi. Il t'aimait, Sandrine. Il a écrit sur toi dans ses confessions, sur combien tu comptais pour lui, sur comment te voir grandir était à la fois une joie et un tourment. Il voyait Antoine en toi, l'enfant qu'il avait perdu, et ça lui brisait le cœur à chaque fois. » Sandrine pleurait maintenant, les larmes coulant sur ses joues sans être contrôlées. Marie tendit la main à travers la table et prit la main de sa fille. « J'aurais aimé qu'il me le dise, » murmura Sandrine. « J'aurais aimé savoir. Je sais. J'aurais aimé qu'il nous le dise à toutes les deux. Mais il ne pouvait pas. Et maintenant, nous devons décider quoi faire de ce qu'il a laissé derrière lui. » Marie lui parla de l'appel téléphonique avec Antoine, de l'invitation qu'elle avait lancée. Elle lui dit qu'Antoine avait accepté, qu'il prévoyait de venir en Auvergne au printemps avec sa famille. Elle observa le visage de sa fille alors qu'elle digérait cette information, l'existence d'un frère, de nièces et neveux, de petits-neveux et petites-nièces qu'elle n'avait jamais connus. « Il veut nous rencontrer » demanda Sandrine. « Oui. Il veut connaître l'autre famille de son père. Et je pense que nous devrions le laisser faire. » Sandrine resta assise en silence pendant un long moment, fixant les photos étalées sur la table. Le visage de son père la regardait depuis des décennies passées. Jeune, hantée, portant des secrets qu'elle ne commençait qu'à comprendre. « Je ne sais pas quoi ressentir, » dit finalement Sandrine.
Je suis en colère contre lui pour avoir menti. Je suis triste qu'il ait souffert seul. Je suis soulagé, je pense, que ce n'était pas de ma faute, que la distance entre nous avait une raison. Toutes ces choses peuvent être vraies en même temps, dit Marie. Le deuil est compliqué. L'amour est compliqué. Ton père était compliqué. Nous pouvons tenir tout ça ensemble. Sandrine hocha lentement la tête, et pour la première fois depuis des années, elle laissa sa mère lui tenir la main. Les mois d'hiver passèrent lentement, remplis de conversations difficiles et de réconciliations hésitantes. Sandrine resta à la maison de campagne pendant une semaine après cette première nuit, lisant les confessions, étudiant les photos, posant des questions auxquelles Marie ne pouvait pas toujours répondre. Elles parlèrent de Jean comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, non pas comme le père silencieux et distant dont Sandrine se souvenait, mais comme l'homme compliqué et blessé qu'il avait vraiment été. Marie et Antoine poursuivirent leur correspondance, échangeant des lettres qui devenaient plus longues et plus personnelles à chaque échange. Il envoya des photos de sa famille, sa femme Monique, son fils Lucas et sa fille Chloé, ses petits-enfants qui ne ressemblaient en rien et en tout à Jean. Elle lui envoya des copies des confessions, les lettres à « mon fils » que Jean n'avait jamais postées, l'histoire d'un père qu'il avait à peine connu. Le printemps arriva tard en Auvergne cette année-là. La neige s'attarda sur les sommets longtemps après que le fond de la vallée ait dégelé, et le ruisseau derrière la maison de campagne coulait à flot avec l'eau de la fonte. Marie regarda le peuplier devant sa fenêtre déployer ses feuilles, vertes et nouvelles, et pensa à la famille qui arriverait bientôt. Antoine avait écrit pour confirmer la visite. Il amenait sa femme, ses 2 enfants et ses 3 petits-enfants. Ils logeraient dans un hôtel en ville mais passeraient leur journée à la maison de campagne, apprenant à connaître les personnes qui faisaient partie de l'autre vie de Jean. Sandrine avait également accepté de venir, conduisant depuis Bordeaux avec son mari, Stéphane Leroy, qui avait entendu toute l'histoire et l'avait soutenue à travers tout cela. Elle était nerveuse, Marie pouvait le dire, nerveuse de rencontrer un frère qu'elle n'avait jamais connu. Nerveuse de confronter la vérité de la vie cachée de son père. Mais elle était disposée. C'était suffisant. Le jour arriva un samedi de fin mai. Marie se leva tôt et prépara la maison, sortant de la nourriture et des photos, disposant des chaises dans le salon. Elle portait la robe qu'elle avait portée aux funérailles de Jean, non pas par deuil, mais parce que cela semblait une façon de l'inclure dans ce qui allait se passer. Sandrine arriva la première, sa voiture s'arrêtant juste après midi. Elle serra Marie dans ses bras sur le porche, une longue étreinte qui en disait plus que les mots ne pouvaient le faire. Puis elles se tinrent ensemble, regardant la route, attendant. La deuxième voiture apparut vers 14 heures, une location de l'aéroport de Clermont-Ferrand. Le cœur de Marie battait la chamade alors qu'elle remontait l'allée, se garait à côté de la voiture de Sandrine, que les portes s'ouvraient et que les gens commençaient à sortir. Antoine sortit le premier. Il était grand comme Jean, avec le même maintien tranquille, la même façon de se tenir à l'écart. Ses cheveux étaient gris, son visage ridé par l'âge, mais ses yeux étaient ceux de Jean, la regardant depuis l'autre bout de la cour. Derrière lui venait sa femme, Monique, une petite femme aux traits aimables et au sourire chaleureux. Puis ses enfants, Lucas et Chloé, tous 2 dans la trentaine, portant les petits-enfants qui se tortillaient avec l'impatience de la jeunesse. Marie descendit les marches du porche. Antoine marcha vers elle. Ils se rencontrèrent au milieu de la cour, 2 étrangers reliés par un homme qui n'était plus là. « Madame Dubois, » dit Antoine. « Appelez-moi Marie, s'il vous plaît. » Il sourit. Le sourire de Jean, timide et rare. « Marie. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. C'est un plaisir de vous rencontrer aussi, Antoine. Votre père parlait de vous dans ses lettres. Il vous aimait beaucoup. » Les yeux d'Antoine s'illuminèrent. « Je sais. Je suis encore en train d'apprendre à quel point. » Les présentations continuèrent. Marie rencontra Monique, qui lui prit les mains et la remercia de l'avoir contactée. Elle rencontra Lucas et Chloé, qui la regardaient avec curiosité et quelque chose comme de l'espoir. Elle rencontra les petits-enfants, 3 petits visages qui portaient des échos de Jean de manière qu'elle pouvait à peine articuler. Et puis Sandrine descendit du porche, et frère et sœur se firent face pour la première fois. Ils ne parlèrent pas au début. Ils se regardèrent simplement, se voyant, reconnaissant le sang partagé qui les reliait malgré des décennies de séparation. Puis Sandrine tendit la main. « Je suis Sandrine. Ta sœur. » Antoine prit sa main et la serra. « J'ai attendu longtemps pour te rencontrer.
La voix de Sandrine se brisa. Je ne savais pas que tu existais avant quelques mois. Je suis désolé. Je suis désolé que nous ayons perdu tout ce temps. Ce n'était pas de ta faute. Ce n'était la faute de personne, sauf peut-être de notre père. Et je lui ai pardonné pour ça. Marie les regarda, debout ensemble, les deux enfants de Jean, séparés par les circonstances, unis par la vérité. Elle pensa à Jean, à la peur qu'il avait maintenue silencieux, à la famille qu'il avait eu trop peur de construire. Il ne pouvait pas voir ce moment. Il ne saurait jamais ce que sa confession avait mis en mouvement. Mais elle croyait, en quelque sorte, qu'il aurait été reconnaissant, que c'était ce qu'il avait espéré au plus profond de son cœur, que c'était ce que, pardonne-moi, avait vraiment signifié. Elle essuya ses yeux et appela tout le monde à l'intérieur. La maison de campagne se remplit de voix pour la première fois depuis la mort de Jean. Les enfants couraient dans les pièces, découvrant de nouveaux espaces, posant des questions sur tout ce qu'ils voyaient. Les adultes se rassemblèrent dans la cuisine et le salon, faisant les présentations, partageant des histoires, commençant le lent travail de devenir une famille. Marie regarda tout cela depuis l'embrasure de la porte, son cœur plein de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Ce n'était pas du bonheur, exactement. L'absence de Jean était trop présente pour cela. Mais c'était de l'espoir. C'était de la possibilité. C'était le début de quelque chose de nouveau. Elle pensa à Jean, et elle sourit. La famille passa 3 jours ensemble à la maison de campagne. Ils partagèrent des repas autour de la grande table de la cuisine, firent des promenades sur la propriété, s'assirent sur le porche en regardant les montagnes devenir violettes au crépuscule. Les enfants jouèrent dans la cour où Sandrine avait joué des décennies auparavant, leur rire se propageant dans la vallée comme de la musique. Marie leur montra la boîte en métal et son contenu, les photos, les lettres, les médailles que Jean avait cachées. Antoine tint la croix de guerre dans ses mains, la retournant, lisant la citation qui décrivait la bravoure de son père. Sandrine lut la confession de 1978, celle qui expliquait pourquoi Jean avait été si distant pendant son adolescence. Ils se passèrent les documents, reconstituant une image de Jean qu'aucun d'eux n'avait pleinement connue. Le deuxième jour, Marie les conduisit à la tombe de Jean, près de la clôture. Ils se tinrent en cercle autour de la simple pierre tombale, chacun portant son propre deuil, ses propres questions, sa propre relation avec l'homme enterré là. Antoine parla le premier. J'ai passé 60 ans à me poser des questions sur lui, à me demander pourquoi il était parti, comment il était, s'il pensait parfois à moi. Maintenant je sais, et je suis reconnaissant, même si ça fait mal. Sandrine parla ensuite. J'ai passé toute ma vie à vouloir plus de lui, plus de mots, plus de chaleur, plus de présence. Je ne comprenais pas pourquoi il se retenait. Maintenant je comprends, et je peux laisser partir la colère que je portais. Marie parla la dernière. J'ai passé 38 ans à l'aimer sans le connaître entièrement. J'aurais aimé qu'il me fasse confiance avec la vérité, mais je comprends pourquoi il avait peur. Et je lui pardonne. J'espère que, où qu'il soit, il le sait. Ils restèrent en silence pendant un long moment, le vent soufflant dans l'herbe, les montagnes les surveillant comme des témoins anciens. Puis les enfants commencèrent à s'agiter, le moment passa, et ils retournèrent à la maison pour continuer le travail de devenir une famille. Le dernier soir, après que les enfants eurent été couchés, Marie sortit son couvre-lit de mariage. Il était usé jusqu'à la corde maintenant, aminci par des décennies d'utilisation. Mais elle y avait travaillé tout l'hiver, ajoutant de nouvelles pièces découpées dans les vieilles chemises de Jean, raccommodant les coutures déchirées, renforçant les points les plus faibles. Elle l'étala sur la table pour que tout le monde puisse le voir. Ma mère a fait ça pour mon mariage, expliqua-t-elle. Chaque carré était un motif différent, chaque fil une prière pour notre bonheur. Jean et moi avons dormi sous ce couvre-lit chaque nuit de notre mariage. C'est la chose la plus précieuse que je possède. Elle montra les nouvelles pièces, celles qu'elle avait ajoutées. Celles-ci viennent des chemises de Jean. Je voulais l'inclure d'une manière ou d'une autre, le faire participer à quelque chose qui durerait au-delà de sa mort. Et je voulais vous inclure tous aussi. D'un panier à côté de sa chaise, elle sortit d'autres chutes de tissu qu'elle avait collectées de chaque branche de la famille. Un morceau d'un des mouchoirs d'Antoine, un carré de l'ourlet de la robe de Sandrine, de petites offrandes des petits-enfants, des morceaux de vêtements qui deviendraient partie intégrante de l'histoire grandissante du couvre-lit. J'aimerais ajouter ceci, dit Marie, si vous êtes d'accord. Pour que le couvre-lit puisse nous représenter tous,
la famille que Jean a eu trop peur de construire, enfin réunie. Ils travaillèrent ensemble sur le couvre-lit cette nuit-là, chaque personne ajoutant sa pièce, la cousant en place avec l'attention soignée de Jean qui comprenait ce qu'il créait. C'était un travail lent et imparfait. Certains des points étaient tordus. Certaines des pièces ne correspondaient pas tout à fait. Mais c'était réel. C'était honnête. C'était le leur. Quand ils eurent terminé, Marie plia le couvre-lit et le plaça sur le lit qu'elle avait partagé avec Jean. Il avait l'air différent maintenant. Pas seulement une relique de son mariage, mais un symbole de la famille qui avait émergé de ses cendres, usé par endroits, raccommodé à d'autres, portant les marques de nombreuses mains et de nombreuses années. La famille partit le lendemain matin. Il y eut des étreintes sur le porche, des promesses de rester en contact, des projets pour une autre visite à l'automne. Les enfants firent signe depuis les fenêtres de la voiture alors qu'ils s'éloignaient. Sandrine serra Marie dans ses bras pendant longtemps avant de partir, et Marie sentit quelque chose changer entre elles, quelque chose qui était brisé depuis des années commençant enfin à guérir. Quand tout le monde fut parti, Marie se tint seule sur le porche, regardant les montagnes. Le peuplier bruissait dans la brise, ses feuilles captant la lumière du matin. La maison de campagne était silencieuse derrière elle, mais elle ne semblait plus vide. Elle semblait être un lieu où quelque chose d'important s'était produit, un lieu où des secrets avaient été révélés et des familles créées. Elle pensa à Jean, aux confessions qu'il avait scellées dans des bocaux, à la peur qu'il avait maintenue silencieux pendant si longtemps. Il avait eu tort de cacher la vérité. Mais il avait aussi été humain, imparfait, effrayé, faisant de son mieux avec le fardeau qu'il portait. Elle pouvait tenir ces deux vérités à la fois. Elle entra et s'assit dans la chaise de Jean près du poêle à bois. La Bible était toujours là, sur la table à côté, le ruban marquant le passage des psaumes. Elle l'ouvrit et lut les mots qu'il avait soulignés. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Elle ferma la Bible et la serra contre sa poitrine. Je les ai trouvés, murmura-t-elle à la pièce vide. J'ai trouvé ta vérité, et j'en ai fait quelque chose de bon. Dehors, le son des rires semblait encore résonner à travers la vallée. Sa famille, enfin réunie, portant ce que Jean avait laissé derrière lui. Les montagnes veillaient au loin, enneigées et éternelles, indifférentes aux petits drames de la vie humaine. Mais Marie ne se sentait pas petite. Elle se sentait faire partie de quelque chose de plus grand, une histoire qui s'étendait en arrière à travers les générations et en avant vers un avenir incertain mais prometteur. Elle se leva de la chaise, se dirigea vers la fenêtre et regarda la terre qu'elle et Jean avaient construite ensemble. C'était une bonne vie. Ça avait toujours été une bonne vie. Et maintenant, enfin, elle était complète.